Alors j'avais prévu de faire une petite dédicace à mes collègues. Je travaille dans une banque centrale française, c'est facile, il n'y en a qu'une. Donc Yann Parker-Nuster et Marguerite de Durand, mais je ne le ferai pas. Je préfère jouer avec vous pour introduire cette deuxième table ronde. On va faire un petit sondage, je voudrais savoir qui connaît ce jeu et qui a joué. Vous avez levé la main. Comme ça, on aura une petite stat très visuelle. Bon, arrêtez de mentir, on le connaît tous. Moi, personnellement, j'y joue depuis 83, et je me suis rendu compte que, en fait, on y joue encore, et encore en entreprise. La question de qui est qui, et qui fait quoi dans l'entreprise, c'est une question récurrente. Et pourquoi? Parce que identifier les savoirs, identifier les talents dans l'entreprise, notamment pour les entreprises assez volumineuses, ça devient problématique. C'est une source chronophage de temps. On passe beaucoup de temps à chercher l'information et à trouver les personnes compétentes. Alors on a aujourd'hui 4 experts qui vont nous aider à savoir si Bernard, Anne ou encore Max sont des experts au sein de leur entreprise, au sein de nos entreprises. Et merci d'accueillir notre premier invité. Il est à ma droite, Alban Bureau du groupe Saint-Gobain. Il est directeur SIRH efficacité et rémunération. Donc en fait c'est le monsieur qui vous signe les primes de fin de mois. Si vous avez bien travaillé, je laisse la parole à Alban. Bonjour à toi, Alban. Bonjour, merci de m'accueillir. Voilà, ça marche comme ça. Donc effectivement, je vais vous parler d'une expérience, enfin vraiment d'une expérimentation que l'on a conduite chez Saint-Gobain autour du talent management. Peut-être pour aller à droite, voilà, quelques mots sur Saint-Gobain. Si vous ne connaissez pas, c'est un groupe mondial qui est présent dans 67 pays, qui existe depuis 350 ans, donc qui se renouvelle en permanence. Donc un groupe du XVIIe siècle qui aujourd'hui commence à appliquer des méthodes du XXIe siècle avec de l'intelligence artificielle, pas seulement dans ses métiers cœur, mais également dans des métiers comme les ressources humaines ou la finance. Saint-Gobain, c'est un groupe qui a, on va dire, 2 grands métiers, qui fait de la distribution de produits de construction, donc avec plus de 4000 points de vente dans l'ensemble du monde, et qui est un groupe très industriel également, avec 1000 usines à peu près dans le monde. Et donc avec des problématiques assez complexes en matière de ressources humaines, d'identification des collaborateurs. Voilà, la mission du groupe Saint-Gobain, c'est d'accompagner et de créer des environnements dans lesquels, donc pour améliorer l'habitat, si on le traduit en français, des environnements habitables dans lesquels on va vivre sainement, confortablement et avec des matériaux et des produits durables. Et tout ça en fabriquant, en designant, en fabriquant et en commercialisant nous-mêmes nos produits. Alors, pouvez-vous nous dire, mais c'est quoi finalement un talent chez Saint-Gobain, et comment vous avez déployé votre démarche de management des talents? Alors, comment on a identifié les talents, comment on a défini notre modèle de talent? Il s'appuie sur, en fait, notre histoire. Il s'appuie sur une chose simple, c'est notre modèle d'identification des postes dans l'organisation, qui s'appuie sur une méthode d'évaluation. Et à partir de cette méthode, on a défini des niveaux de responsabilité. Donc ça, c'est assez classique dans les grandes entreprises. Donc vous avez des niveaux, on a donné des numéros à chacun de ces niveaux. Et notre modèle de talent a pour vocation à identifier des personnes qui ont un potentiel pour atteindre certains de ces niveaux de responsabilité. Donc très clairement, concrètement, vous voyez derrière un certain nombre de niveaux qui sont identifiés dans nos talents. Donc il y en a un qui s'appelle CHP, un autre qui s'appelle Gold. CHP, en fait, c'est un niveau de talent pour identifier des personnes qui ont le potentiel d'être les futurs dirigeants du groupe. Les Gold sont les talents qui ont le potentiel d'être le niveau de responsabilité du dessous. C'est assez simple finalement, et dans la mesure où le modèle de classement des postes et d'identification des niveaux de responsabilité est clairement et très répandu depuis à peu près 45 ans, ça fait sens pour tout le monde de dire un poste classe 7, on voit très bien ce que ça veut dire chez nous, c'est en gros un directeur d'usine, et être talent silver, c'est avoir ce potentiel en fait de prendre un poste de classe 7. Donc ça fait vraiment écho et tout le monde comprend parfaitement ce que ça signifie.
le fonctionnement en fait du processus, il s'appuie sur on va dire ce qu'on appelle nous des people review, qui sont en fait des séances pendant lesquelles le management et les RH se réunissent une fois par an pour clarifier les plans de succession et les plans de carrière des personnes. Et c'est à cette occasion qu'on va formaliser, valider ce qui constitue un talent. Donc en fait, ça repose sur une approche donc qui s'appuie beaucoup sur l'intuition, qui s'appuie sur la connaissance intime des personnes et l'expérience des entretiens annuels également. Alors, quand on a un système qui fonctionne aussi bien, on peut se demander pourquoi il y a besoin d'aller plus loin. Pour avoir recours à l'IA, Ouais. qu'est-ce que ça vous a apporté en fait par rapport à tout le traitement que vous avez pu mener en amont? Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a une raison qui est assez simple, c'est qu'on a souhaité expérimenter une nouvelle approche. On a souhaité le faire dans la mesure où on est, par exemple, on a fait une Learning Expedition l'année dernière, et en sortant de cet événement, on s'est dit, tiens, si on expérimentait quelque chose autour de l'intelligence artificielle dans les ressources humaines. On s'est dit, on va regarder, on a fait le tour un peu des différents sujets. Il y a deux domaines qui nous intéressaient particulièrement, c'est les talents, parce qu'on sait que ça fonctionne bien, on a des bases qui sont très claires, et donc on s'est dit que ça allait constituer un champ d'expérimentation mesurable, identifiable, contrôlable facilement par nous. Et le deuxième, c'est l'identification des personnes en risque de départ. Ce qui constitue un champ d'analyse assez classique aussi dans beaucoup d'entreprises. Alors comment on a fait ça? Alors nous au début on n'a pas parlé d'intelligence artificielle, entre nous on s'est dit on va faire du big data, ressources humaines. Ensuite on est allé rencontrer des collègues en interne, des informaticiens, on est allé voir notre data lab, alors nous aussi on a un data lab qui expérimente des choses, et certaines marchent très bien, on commercialise des choses grâce à eux également. Et donc on est allé les rencontrer, et en fait l'approche a un tout petit peu changé. On n'a plus parlé vraiment de big data, on est en ressources humaines, on va s'appuyer sur des données de notre système d'information RH, on n'a pas 25 millions de données, on a beaucoup de données, donc nous on a parlé plutôt de smart data, je ne l'ai pas mis là, mais en fait on a parlé de l'utilisation du machine learning dans cette approche pour répondre à 4 questions, en fait à 3 questions. Donc, notre démarche, ça a été de réunir un certain nombre de personnes, des experts qui viennent de notre data lab, des RH, donc qui sont des personnes au quotidien avec les talents du groupe, des informaticiens, mais aussi des general managers, pour avoir une exposition assez large de notre expérimentation. Et avec eux, on a conduit un certain nombre d'ateliers. On a cherché à identifier quelles étaient les sources dans lesquelles on pouvait aller piocher les informations. On avait également une juriste dans notre groupe de travail pour prendre en considération les aspects liés à la protection des données. Et donc on a, pendant quelques mois, on s'est rencontrés à plusieurs reprises et on a fait le tri entre les données. Et ça aboutit à la fourniture de notre... On a envoyé à notre expert du Data Lab des données totalement anonymisées, c'est-à-dire qu'évidemment il n'y avait pas le nom, il n'y avait pas l'identifiant, il y avait d'autres informations, et on a même enlevé le titre des personnes de façon à ce qu'on ne puisse pas identifier une personne. On a enlevé la rémunération pour à nouveau ne pas pouvoir identifier une personne. En revanche, on a envoyé une information liée à la rémunération qui est en fait l'écart entre la rémunération et la médiane de la personne, voilà. Pour avoir des informations comparatives. Donc on a envoyé 500 000 données individuelles. 100 000 personnes, ça représentait à peu près, 80 000 personnes, il y avait à peu près 500 000 données, qui ont permis de faire une première analyse autour de l'identification des données qui ressortent le plus fréquemment lorsqu'on identifie un talent. Et donc là, on a identifié quelques clés qui sont
le fait que les personnes bougent plus que les autres, le fait que les personnes sont augmentées un petit peu plus que les autres, etc. Donc assez basique, mais ça nous a permis de confirmer nos hypothèses de départ. Ensuite, on a appliqué ce modèle aux personnes qui ne sont pas talents. Donc, notre approche était vraiment de voir si on allait pouvoir découvrir parmi les personnes non talents des personnes qui répondent aux mêmes critères que ceux qui sont talents. Et dans notre analyse, grosso modo, on trouve à peu près 3% des personnes. Et quelle est la démarche ensuite? On envoie ces listes individuelles à nos RH dans les pays ou dans les business, et on leur demande de regarder, de nous dire si ça fait sens, si ces personnes devraient ou ne pas être talents. Donc je vais vite. Le deuxième point, l'identification des risques de départ, je ne m'étends pas, c'est relativement simple. Et puis, donc le troisième point, c'est celui dont je viens de parler. Et maintenant, on veut aller plus loin. On veut aller plus loin, pourquoi? Parce que nos collègues, lorsqu'ils nous renvoient les commentaires concernant les personnes que la machine identifie comme talents, beaucoup des commentaires, à peu près 50%, sont liés à des aspects propres au comportement de la personne ou à son attitude, qui font que la personne est enfin, a du sens. Ça a du sens qu'elle soit talent ou pas du tout. Donc on a initié un autre projet qui est d'aller regarder dans les entretiens annuels des collaborateurs, d'aller piocher dans les commentaires sur les forces et les axes d'amélioration, et de faire de l'analyse sémantique, comme ça a été évoqué ce matin. Alors avec... Oh, pardon, je suis allé beaucoup trop loin. Je suis en retard. Donc ça, c'est des nuages de mots qui apparaissent. Pour les spécialistes, vous comprendrez. Nous, on a trouvé ça merveilleux, et on s'est dit, on va essayer de rassembler en fait ces ensembles de mots. Ce que l'on a fait, on a fait quelque chose comme ça. Ici, vous avez des ensembles, des clusters de mots, procédures, les technical skills, les attitudes, etc., etc. En haut, c'est les grands ensembles de regroupements que l'on a fait pour ces ensembles de mots. C'est-à-dire, derrière ces choses-là, vous avez 50 mots à peu près, que l'on a travaillé avec des processus itératifs qui ont duré plusieurs réunions avec nos collègues. Et en ordonnée, vous avez les catégories talents. Lorsque la petite couleur est un peu plus foncée, ça signifie que l'ensemble de mots est beaucoup plus présent parmi ces personnes. Lorsque vous regardez la ligne du haut, vous avez les CHP, donc c'est les top talents, les futurs dirigeants. En fait, on voit qu'ils sont plutôt foncés sur les aspects liés à la vision et moins sur les aspects liés aux opérations. Alors que les personnes non talents, qui sont ici, ils sont plutôt, quand on fouille dans l'entretien annuel, on va trouver plutôt des mots liés aux procédures que des mots liés au project management ou au team management. Voilà. C'est les prémices de notre analyse sémantique aujourd'hui. On ne sait pas encore comment on va utiliser ça, mais on avance là-dessus. Dernier point, pour nous, cette démarche, il faut évidemment être très vigilant. On parle de collaborateurs, on ne parle pas de technique. Évidemment, la data, c'est clé. La confidentialité des données, c'est fondamental. De façon à avoir du sens, on va systématiquement reboucler avec nos RH pour s'assurer que ce que l'on fait est cohérent. Bien sûr, c'est un outil, et l'idée, effectivement, c'est de laisser les RH aller sur le terrain et de leur apporter juste une information complémentaire. La machine ne doit qu'être une aide à la décision et pas plus que ça. Et dernier point, un de nos RH, par exemple, m'a envoyé un mail en disant qu'il trouvait ça extraordinaire, le travail qui était conduit jusqu'à maintenant. Merci Alban, c'est un sujet extrêmement passionnant, d'actualité dans les entreprises. Merci pour ce témoignage. On a une autre approche, la société Taïmana, donc Kate McFord et José González, qui accompagnent les entreprises du secteur public et privé sur des sujets KM, mais également sur des sujets de transformation d'entreprise. Vous avez une approche un peu différente. Voilà. Vous avez développé notamment un outil, et au-delà de la prestation, des prestations que vous proposez, je vais passer la parole à Kate. On aimerait savoir comment cartographier les savoir-faire de l'entreprise pour identifier justement ses talents et ses experts. Un vaste sujet, bonjour à tous, ravi d'être parmi vous. Alors, juste avant de parler de comment, ce qui m'a semblé aussi important, c'est de reparler du pourquoi.
Cela fait plusieurs années aujourd'hui que nous accompagnons les entreprises sur ces sujets-là. Et ce qui m'a semblé important de redire, parce qu'on a revu dernièrement un client qu'on avait eu il y avait quelques années, c'est que finalement il y a 3 constantes aujourd'hui du pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on veut identifier les expertises, enfin les experts quand ils le sont, mais souvent les expertises ne le sont pas. Les expertises ne sont pas pointues, sont mal cartographiées, mal connues. C'est quelque chose qui reste encore un sujet d'actualité. Donc 3 points qui me semblent importants, parce qu'on va aller assez vite, mais n'hésitez pas à me poser des questions tout à l'heure. Le premier, c'est de dire l'identification. Finalement, ça reste un vrai sujet. J'avais dans l'idée de vous parler un peu d'anecdotes, finalement, de vécu, parce que c'est toujours plus intéressant. J'ai retrouvé dans mes archives un client qui me disait, qui avait dit on recherche un formateur terrain pour dégrossir 4 à 6 techniciens qui ont récupéré un matériel à Cholet. As-tu des noms de spécialistes qui seraient susceptibles d'intervenir ? Au travers de l'annuaire d'expertise, j'ai identifié 3 personnes de terrain aux fortes compétences de connaissances sur ce produit. À Vannes, 11 ans, c'est dans ton secteur. À Lille, haute possibilité. La petite histoire dit que celui qui était à Vannes était en fait à 2 portes de la personne qui posait la question. Donc ça, c'était super intéressant parce que derrière, il y a des enjeux évidemment de formation, d'échange, de lien, mais il y a aussi des enjeux de sécurité. Voilà. Et donc, quand on n'a pas cette information, finalement, on peut se retrouver tout à fait démuni et prendre des mauvaises décisions. Ça, c'est la première anecdote. La deuxième, c'est aujourd'hui, et encore plus qu'avant, c'est l'ouverture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que les compétences dont on a besoin dans l'entreprise ne sont pas simplement dans le cercle de l'entreprise. Elles sont à l'extérieur. Et j'ai retrouvé, pareil, également dans mes archives, un client qui travaillait dans le packaging de parfums, qui, sur un sujet, sur un domaine d'expertise où on avait cartographié les connaissances, on s'était rendu compte qu'il y avait 47 expertises avec lesquelles les personnes de l'entreprise interagissaient, qui étaient des personnes de l'extérieur, et qu'en termes d'expertise interne, il n'y en avait qu'un seul. Donc vulnérabilité, bien sûr, parce qu'il n'y en avait qu'un, mais surtout dépendance également vis-à-vis de l'extérieur. Donc ça repose aussi des questions sur la façon dont les entreprises fonctionnent avec les expertises de l'extérieur. Et ça, c'est encore de plus en plus valable aujourd'hui, puisque notre écosystème d'entreprise évolue de plus en plus vers l'ouverture. Le troisième point, et pas des moindres, et je pense qu'effectivement c'est pour aller vers le sujet de l'IA, en fait, c'est l'évolution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là pareil également, j'ai repensé à un client que nous avions accompagné. Un jeune de 30 ans avait déjà participé à plus de 300 projets et avait des micro-expertises sur plein de sujets. Alors cette entreprise qui vendait des logiciels de jeu recherchait ces expertises mais était incapable de pouvoir gérer une équipe projet rapidement parce qu'effectivement cette expertise, il ne la connaissait pas ou elle n'était pas forcément recensée dans sa fiche de poste actuelle. Donc ça, ces 3 points, identification, ouverture et évolution, ce sont des points qui sont aujourd'hui cruciaux et aujourd'hui où effectivement on n'a pas toujours la solution pour pouvoir le faire. Voilà, ça c'est pour montrer les limites aujourd'hui. Le deuxième point, alors je crois que c'est à moi de le passer en même temps. Ah non ? On a besoin de la... Voilà, le deuxième point, c'est celui-ci. C'est ça ? C'est le témoignage, Ouais, celui-ci. le témoignage. Bon, on va vous montrer une vidéo d'un témoignage d'un client qui n'est pas là aujourd'hui, qui s'appelle Gettinge. On vous montre également à gauche l'outil qu'ils utilisent, notre outil qu'ils utilisent aujourd'hui en termes de cartographie. C'est basé sur le système de représentation heuristique. Hein. C'est ça. La data vise. Ah, d'accord. Aujourd'hui, comment est-ce que c'est fait avant qu'on lance le témoignage? La première chose, c'est que c'est du déclaratif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, actuellement, l'identification des experts se fait de manière déclarative. La deuxième chose, le deuxième constat qu'on fait, c'est qu'un expert, il lui est très difficile de pouvoir expliciter son expertise tout seul. Même si on essaye de l'assister de plus en plus avec des questionnaires, des choses comme ça reste quand même très très compliqué. La troisième chose, c'est qu'on a besoin d'accès unique, de plus en plus. C'est-à-dire qu'on a des tas d'informations qui arrivent de partout. Ça peut être des documents, ça peut être un savoir-faire, ça peut être un projet, ça peut être également une norme, un brevet aussi. Donc on a besoin de rassembler au même endroit un ensemble d'expertise, d'informations concernant l'expert ou l'expertise de cette personne à un même endroit. Et puis à côté de ça, ça c'est les 3 points importants, à côté de ça il y a également d'autres choses, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit également qu'on peut enrichir cette expertise au travers du réseau de l'expert, puisqu'un expert
un expert connaît des personnes dans l'entreprise à l'extérieur, et puis également la notion de découverte. Donc cet outil permet aux experts, mais également aux managers, de pouvoir identifier les expertises qu'ils ne connaîtraient pas. Alors, on peut peut-être passer la vidéo. Voilà, et puis on fera un point rapide. Je crois que vous êtes en train de réfléchir sur une évolution de votre solution, et vous allez faire appel à justement des technologies basées sur l'IA. Oui, bonjour. Peut-être un mot avant, oui, Joseph. Oui, juste un mot. Taimana, ça vient du maori, ça veut dire la couleur de la force de l'esprit. Parce que pour nous, on centre l'humain dans tout ce que l'on fait et dans tous nos projets. Et il ne faut pas oublier une chose, tout à l'heure on parlait qu'une machine, ça peut être bête ou intelligent, mais il ne faut jamais oublier que la personne qui programme la machine, ça reste un humain. Alors, la question concernant cet outil, c'est qu'aujourd'hui, vous avez à peu près une quarantaine d'experts, les 300 ingénieurs qui sont dans une communauté et qui travaillent avec cet outil depuis maintenant 2 ans. Il va évoluer parce qu'on va introduire de plus en plus de technologies, notamment tout ce qui est un chatbot, qui va être un chatbot expert, qui va permettre justement de délester un petit peu l'expert sur ses tâches quotidiennes, puisqu'aujourd'hui il est extrêmement sollicité sur pas mal de choses. Ce qu'on peut dire aussi, je vais noter un point, c'est qu'aujourd'hui Forrester donnait à peu près 38% des organisations qui avaient une dizaine de technologies au niveau IA, et à la fin 2018 on sera à 62%. On va passer la parole à quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce que c'est un très bon communicant. On a été mis en contact par une personne, vous connaissez peut-être, Marie Schneegans, qui est un petit peu la star montante du software depuis 2 ans avec Never Eat Alone, Workwell. Donc on la salue bien fort, on l'aime beaucoup. On va passer la parole donc à Luc Xavier, qui est Chief Customer Officer dans une petite boîte que vous avez sans doute entendu parler, qui s'appelle Clustery. Je te laisse la parole. Merci Olivier. Alors, petite boîte. Écoutez, en fait, Clustery existe depuis 4 ans aujourd'hui. C'est un éditeur de logiciels à destination des ressources humaines et qui se propose en fait de fournir ce qu'on appelle un career coach, donc de remettre les collaborateurs au cœur des processus de ressources humaines et de pouvoir leur donner à nouveau le contrôle sur un élément clé qui est leur carrière en fait. Voilà, donc je suis en charge de l'ensemble de la relation client au sein de Clustery. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Alors justement, c'est intéressant. Personnellement, j'ai accompagné en tant que conseiller la direction générale des ressources humaines de cette fameuse banque centrale pendant 2 ans, et on se rend compte qu'il n'y a pas assez de fonctions digitales RH. C'est des sujets, alors on parle beaucoup de process, de transformation digitale, mais ça fait peur. Et c'est vrai que la fonction RH est souvent critiquée, il faudrait davantage de compétences, mais ça veut dire être polyvalent, avoir cette sensibilité au niveau de cette culture du numérique. Et du coup, on peut se poser la question, l'IA finalement, ça va changer quoi? Ça va modifier quoi dans la vie des RH et des collaborateurs? Alors, je vais reprendre l'expression très juste de Kate tout à l'heure, c'est un vaste sujet. Je vais peut-être commencer d'abord par les ressources humaines. Donc, je dirais qu'en fait, aujourd'hui, les ressources humaines, telles que je le vois, moi j'ai passé quasiment toute ma carrière au service des ressources humaines, et notamment avec 10 ans chez SuccessFactors et puis 4 ans chez SAP. Je dirais qu'en fait, les ressources humaines sont confrontées à 2 problématiques majeures. Je ne vais rien vous apprendre finalement, mais en fait, il faut servir de plus en plus de collaborateurs avec de moins en moins de temps et de moins en moins de ressources. Donc ça, c'est un problème que connaissent bien sûr la plupart des employés, quelle que soit leur fonction, mais c'est très vrai pour les gestionnaires de talent et c'est très compliqué. En fait, aujourd'hui, je dirais que les ressources humaines, en fait, tout simplement, quand il s'agit de servir beaucoup de collaborateurs avec moins de temps, elles sont aussi confrontées à une autre chose, c'est que la plupart des entreprises leur demandent d'avoir une connaissance aiguë du marché vertical qu'elles servent. Donc, je vais prendre quelques clients qu'on a chez Clustery, des domaines pointus, le secteur bancaire, le secteur avec le Crédit Agricole, le secteur des télécommunications avec Orange, ou bien le secteur pharmaceutique avec Sanofi. Mais elles demandent aussi à leur direction de ressources humaines une connaissance fine des différents métiers qui sont exercés au sein de l'entreprise. C'est quelque chose qui est très difficile, pour une ou quelques personnes de connaître. En fait, c'est un challenge permanent et je dirais qu'en fait, une solution comme Clustery en fait, se propose en
fait de collecter, d'analyser et de présenter des données en une fraction de seconde pour permettre justement aux ressources humaines de gagner un temps précieux et de pouvoir se refocaliser sur l'essentiel. C'est d'abord couvrir une plus large population, c'est sûr, mais c'est aussi de pouvoir en fait laisser à la machine tout ce qui concerne la détection et tout ce qui concerne l'identification de ce qu'on appelle communément les hard skills, tout ce qui concerne en fait la connaissance du métier qui doit être nécessaire, l'expérience préalable, qu'est-ce qu'il faut pour être un bon analyste de marché, et permettre donc à ces mêmes ressources humaines de se reconcentrer sur un élément clé qui sont les soft skills, et que seul l'humain est à même d'évaluer encore aujourd'hui. C'est la capacité à l'aider une équipe, c'est la capacité, les facultés d'expression, les facultés de communication, etc., qui vont être un élément fondamental et qui fera la différence en fait. Pour les collaborateurs, je dirais en fait, Olivier, que les collaborateurs ont accès à bien des sources d'informations aujourd'hui qu'on n'avait pas nécessairement à l'époque. Il y a les bourses à l'emploi, il y a les job boards, il y a les portails de gestion de carrière, il y a les sites de recherche d'emploi, il y a plein de choses. Mais l'information, elle est souvent disparate, elle est peu structurée, elle est souvent complètement décontextualisée. Donc quid de mes capacités en tant que collaborateur d'évoluer dans mon entreprise, quid de mes capacités à pouvoir prétendre à une promotion, à une mobilité interne, de pouvoir faire certaines choses au sein de l'entreprise. Comment je peux identifier les compétences qui sont les miennes, celles que je devrais avoir ou pas. Et ici encore, Clustery a pour objectif en fait de s'appuyer sur l'intelligence artificielle, et on le fait au travers de 250 millions de parcours et de profils qu'on a analysés à travers le monde, pour en fait proposer aux collaborateurs les postes et les parcours qui seront les plus pertinents, parfois les plus audacieux d'ailleurs pour eux, pour leur permettre de mieux évoluer au sein de l'entreprise. Et puis je dirais que en fait, en mot de conclusion sur cette question particulière, Olivier, c'est que en fait, tant pour les collaborateurs que pour les RH, je dirais que l'intelligence artificielle répond finalement à un besoin nouveau pour cette génération qui arrive, qui est d'avoir accès à beaucoup plus d'informations, plus rapidement, qui doit être pré-mâché, pré-digéré, pour qu'on puisse prendre des décisions, pour qu'on puisse bouger, pour qu'on puisse faire des choses. Et ça, on ne pourrait pas le faire sans. Je te remercie tu as été très très clair. Mais du coup, on en a parlé tout à l'heure, on a parlé des craintes. L'évolution de l'IA, ça fait peur. Auprès de tes clients, est-ce que tu as identifié des raisons de craindre cette percée de l'IA, et est-ce que tu en tires des enseignements, notamment dans le cadre de la gestion des talents? Oui, et c'est là aussi un vaste sujet. Alors moi, ça fait donc à peu près un an maintenant que je suis chez Clustery et que je découvre l'intelligence artificielle mise au service des ressources humaines. Et oui, c'est très très clair, c'est un sujet qui est très sensible. Je dirais qu'en fait, les ressources humaines témoignent souvent en fait d'une grande méfiance à l'égard de l'intelligence artificielle, qui est finalement une technologie qui maîtrise encore insuffisamment, comme nous tous, et qui en fait nourrit des craintes ici ou là, notamment du fait qu'il y a peut-être un manque de lisibilité, un manque de compréhension de ce que peut faire ou ne pas faire l'intelligence artificielle. Il y a eu tout à l'heure une table ronde très intéressante sur ce sujet d'ailleurs. Je dirais qu'en fait, ici, il ne s'agit pas de nier le sujet. En fait, quand il s'agit de perte ou de destruction d'emplois, bien sûr, l'intelligence artificielle va certainement impacter certains emplois. Ce serait une bêtise de ne pas le dire. Néanmoins, je dirais que pour les ressources humaines, pour les gestionnaires de talent et pour les recruteurs, chacun sait qu'il s'agit d'une fonction où l'affect ou le ressenti occupe un élément clé. Et c'est un élément qui est, il faut être honnête, totalement absent de la logique algorithmique. Donc déjà sur ce plan-là, il faut pas tout mélanger. Les ressources humaines ont un vrai rôle à jouer, un vrai rôle de guide et d'expertise. Donc ça, c'est la première chose. Alors sans doute les craintes sont-elles fondées, mais il faut repenser les métiers, il faut les revoir pour permettre de laisser à la machine les tâches qui sont pénibles, les tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée ou peu, et de pouvoir permettre aux collaborateurs et aux gestionnaires de ressources humaines de se reconcentrer sur là où elles peuvent vraiment apporter une différence. Mais je crois que le frein, pour conclure, le frein qui m'apparaît le plus marquant, le plus difficile finalement, c'est donc ce fameux manque de lisibilité. Et je crois que l'intelligence artificielle et les solutions comme Clustery doivent vraiment répondre à ce sujet. Chez Clustery, on propose une justification détaillée en fait de toutes les recommandations qui sont faites. Justement pour éviter cette espèce de black box dont on parle beaucoup. Qu'est-ce que fait l'algorithme? Quelle est la logique qu'il a suivie? Quels sont les critères qu'il a retenus? Les souhaits de mobilité, l'expérience professionnelle, les compétences, les langues, le niveau de maîtrise, la durée d'occupation d'un poste. Quels sont les éléments qui ont joué pour ou contre dans une recommandation? Si on n'offre pas ça,
forcément on donne une image qui est extrêmement rébarbative de l'intelligence artificielle, on donne finalement une image de méfiance. Et je dirais en fait qu'il ne faut pas oublier une chose, elle a déjà été dite par tous mes collègues et précédemment ici, c'est qu'en fait pour moi l'intelligence artificielle elle doit vraiment donner les moyens. Le but c'est de donner les moyens de prendre des décisions éclairées. C'est pas de laisser la machine prendre la décision, elle va pas la prendre, et Dieu soit loué. On est tous là, collaborateurs, quand on reprend la main sur sa carrière, et gestionnaire RH et gestionnaire de talent, pour prendre les meilleures décisions. Donc je crois que c'est ça, parce que tout simplement la machine n'a pas la perception cognitive d'un environnement professionnel. Merci Luc. On va passer aux questions. Je voulais... Oui. Ah, ok, très bien. Je voulais revenir, Alban, vous nous avez parlé, personnellement, c'est peut-être le projet le plus abouti que j'ai pu voir dans le domaine des RH. Moi j'ai une question avant de passer le micro. Oui, j'ai des privilèges aujourd'hui. On a parlé, on sait qu'un expert, d'une année à une autre, peut ne plus devenir expert. On en avait parlé avec Martin Rollo-Dugage chez Arriva, justement avec la gouvernance du KM et de l'expertise au sein d'Arriva. Je vous pose la même question. Un talent chez Saint-Gobain, est-ce que c'est à vie ou on a un mandat? Comment ça se passe? Non, c'est comme les experts. Tous les ans, on refait cet exercice de People Review, donc de revue de carrière, et à cette occasion, on revisite l'ensemble des hypothèses qui sont émises l'année précédente, et ça peut être l'occasion soit de retirer un talent, soit d'améliorer, entre guillemets, un talent. Est-ce que vous avez des questions? Merci. Fond de la salle. Alors j'ai deux questions en fait. La première c'est, je connais bien le monde de Saint-Gobain pour avoir travaillé dans un groupe concurrent pendant de nombreuses années. Et en fait les talents sont souvent à la base détectés sur les diplômes. Et donc tous les gens qui n'ont pas de diplôme sont éjectés du circuit. C'est un premier constat, c'est comme ça. Bon. La deuxième chose c'est comment faites-vous ou comment pensez-vous faire pour introduire dans la notion d'expertise toute la connaissance induite par les agissements des gens, parce qu'ils font et non pas parce qu'ils font. Et ça, non, parce qu'ils font et non pas parce qu'ils sont. Et ça, pour moi, c'est fondamental, parce que les gens évoluent au cours de leur carrière, ont fait tout un tas de choses durant leur vie, et ils font des choses. Et si on se base sur ce qu'ils sont, ils ont été chefs de ceci, chefs de cela, ils ont été managers d'équipe, globalement, si un gars fait quelque chose d'extrêmement performant quelque part et que c'est pas notifié et qu'on ne le voit pas au travers des mails, des communications, du réseau social, du partage de connaissances, cette personne-là, qui est pourtant, qui peut être un talent vraiment important pour l'entreprise, il ne sera jamais détecté. Alors ça, c'est ma première question. Comment vous faites pour introduire dans votre système les compétences induites par les actes? Et la deuxième chose, comment faites-vous pour identifier les talents des métiers qui n'existent pas encore? Les talents ou les compétences pour les métiers qui n'existent pas encore? Alors pour la première question, le diplôme ou l'information au niveau d'éducation, on ne la prend pas en compte dans notre modèle. Parce qu'en fait, on a voulu faire une approche globale, mondiale, et donc on n'a pas voulu prendre cette information, elle n'est pas prise en compte par le modèle. Après, ça ne veut pas dire que ce que vous dites n'est pas complètement faux non plus. En tout cas dans les process d'identification. Mais en même temps, là on parle de talent. Dans notre esprit, c'est, on va dire, c'est des cadres dans le langage français. Par rapport à votre question donc, sur l'identification des compétences, on ne prend pas en compte non plus le titre des personnes. C'est-à-dire que notre modèle, en fait, il prend en compte la durée des personnes dans un poste, le nombre de changements de poste. Donc il prend ces facteurs induits en fait. Il prend l'écart, comme je disais tout à l'heure, entre la rémunération et un benchmark, interne ou externe. Il prend en compte des évolutions, plutôt que des faits. Alors, en revanche, donc, on veut aller plus loin. C'est pour ça qu'on travaille l'entretien annuel. On va utiliser les informations qui sont issues de l'entretien annuel, les mots, et on espère donc poursuivre notre démarche en croisant en fait ces analyses sémantiques avec l'analyse sur ces données tangibles qui sont dans le système d'information RH. Et votre deuxième question? Comment faites-vous pour identifier les compétences des métiers qui n'existent pas encore? Alors, les gens, ils l'ont pas appris, ils l'ont pas encore fait, mais pourtant il va falloir que vous ayez la... Ils achètent du clustering. Alors, pour l'instant, on n'a pas fait. On n'a pas regardé cette partie-là. Non mais la question s'adresse à tout le monde.
Je vais... Un mot peut-être, je peux en parler. Oui, je peux juste reprendre en tout cas ces deux questions très intéressantes en tous les cas. Mais sur la deuxième, en fait, sur l'identification justement des compétences ou des métiers qui seront ceux de demain, je crois qu'il y a quelque chose de très intéressant actuellement qui se passe chez Sanofi où en fait ils sont confrontés dans le domaine de la pharmacie. Alors ça ne veut pas dire que c'est spécifique, mais en tout cas c'est très prégnant. Ils ont vraiment un besoin d'identifier ça. Les métiers qui vont devenir obsolètes très rapidement et les métiers qui le seront sous à peu près une dizaine ou une quinzaine d'années. Et en fait, actuellement, ce qu'on identifie, sans jeu de mots sur le nom de notre société, mais c'est justement les clusters de compétences au niveau géographique. Donc, comment on procède, on regarde en fait la cartographie des compétences dont parlait tout à l'heure Kate et José. On regarde la cartographie des compétences et via des outils de visualisation, on essaie déjà de guider et d'identifier en fait les pôles de compétences où on sait qu'il y a des nouveaux besoins. Et on guide en fait, on travaille conjointement avec Sanofi pour identifier ce qui va être tout simplement prégnant comme manque de compétences dans une zone géographique donnée et là où on estime qu'on va avoir des problèmes. Alors, je vais prendre un exemple très clair, c'est dans l'exemple de nouvelles maladies ou de nouvelles souches. Ils peuvent très rapidement identifier en fait qu'il manque de compétences dans un domaine donné. Ils savent qu'il va y avoir en fait capacité directement dans l'intelligence artificielle de prévoir le poste exact qui sera nécessaire, mais on sait qu'en tout cas les compétences sont manquantes ou insuffisamment développées. Et donc l'idée, c'est avec les outils de data visualisation de pouvoir prendre les mesures et de pouvoir déplacer le cas échéant des compétences, des pôles de compétences d'une géographie vers une autre. Oui, merci. J'ai une petite question sur la fongibilité de l'information concernant les personnes, parce que autant les compétences sont cumulatives, on peut dire que quelqu'un qui a 30 ans de carrière, qui a fait différents métiers, a des choses à dire, et donc a une certaine compétence dans les domaines. Maintenant, le talent ne s'explique pas comme ça, il s'explique aussi par les soft skills, par des choses qui sont éminemment fongibles. Il n'y a qu'à voir Carlos Ghosn. Subitement, de héros, on peut devenir... pas grand-chose, on n'a rien de temps, et c'est vrai pour les experts aussi. Et chez nous, les experts qui ont pris de mauvaises décisions, qui ont donné de mauvais conseils, sortent de la filière expert. Comment est-ce que vous prenez ça en compte donc, dans ces modèles d'intelligence artificielle, dans la question de la fongibilité des soft skills, si c'est fait? Très rapidement, pour moi, en tous les cas, je vais dire que bien sûr, c'est un élément très important. Ça reprend aussi la question précédente de regarder en fait comment l'intelligence artificielle peut nous aider justement sur l'identification de tout ça. Je crois que l'élément le plus important qu'a commencé à évoquer notamment Alban, c'est le fait que l'intelligence artificielle, pour moi, elle procède déjà sans biais. En fait, on s'affranchit de beaucoup de biais humains, de beaucoup de perceptions où en fait, malgré tout, on aura nos préconceptions. On va tous être dictés par quelque chose. On estime soit que le diplôme est important, soit que l'expérience est importante, soit que les soft skills sont importants. Je crois que l'intelligence artificielle va s'affranchir de tout ça. Et en fait, une fois encore, je pense qu'il faut offrir un maximum de possibilités. Nous, on n'est pas à croire à la machine à tout prix. Ce qu'on essaye de faire, c'est de donner différentes possibilités. Les entreprises, en fait, on a deux choix qui sont assez intéressants. Chez Orange, on est très dicté en fait par des besoins d'identification qui s'appuient sur des domaines clés. Par exemple, l'expérience, c'est clair. Les soft skills, c'est très important. Au Crédit Agricole, de manière assez étonnante, ils cherchent clairement l'aiguille dans la botte de foin. Pour eux, en fait, ils n'ont pas du tout envie qu'on leur propose des choses pertinentes ou en tout cas pertinentes dans le sens de l'évidence. Il ne s'agit pas de regarder si je suis un excellent communicant, un excellent analyste, une personne qui excelle dans le travail d'équipe, mais plutôt est-ce que je viens d'un domaine qui est finalement assez étonnant. Est-ce que je peux apporter de la fraîcheur à l'entreprise? Donc ça dépend vraiment en fait. Une petite question. Une question très rapide. La machine est bête, donc c'est l'humain qui va apporter les algorithmes. Vous parliez tout à l'heure des biais qui sont inhérents à notre façon de penser. Comme l'humain crée ces algorithmes, est-ce qu'il n'y a pas un risque de reproduire ces biais dans les algorithmes? Et Proxem disait tout à l'heure que leur équipe est paritaire, donc j'imagine que c'est également sur les codeurs. Quelle est la situation chez Clossery? Merci de me poser la question. Il y a déjà des choses, je crois que ça c'est clé en fait dans l'approche qu'on suit. Déjà on s'affranchit, l'algorithme s'affranchit systématiquement de nombreux biais qu'on ne devrait pas prendre en compte dans les entreprises, mais qu'ils ont pris en compte de manière obligatoire ou pas. Donc le sexe, tous les aspects de rémunération, tous les aspects, je dirais, d'intitulé de poste dont parlait Allemand, tout ça on s'affranchit complètement. On ne le regarde pas via la machine. Je vais répondre très franchement à votre question. Est-ce que ça veut dire que la personne qui suit le travail de l'algorithme ne peut pas reproduire ces mêmes schémas?
Si, au final, la personne va prendre la décision. Donc, je dirais que l'algorithme donne une chance d'identifier des gens. Est-ce que pour autant ces gens vont être retenus? Ça reste la question clé. En fait, il y a un gros travail d'évangélisation. Mais par contre, je dirais que l'intelligence artificielle, oui, elle est très intéressante parce qu'au final, on s'aperçoit, notamment quand on travaille dans une société comme... je parlais tout à l'heure du Crédit Agricole, mais finalement, on travaille aussi avec Canal+, on travaille avec des marchés verticaux très divers. Chez Canal+, en fait, c'est jamais un problème finalement de choisir une femme. Ça le demeure dans d'autres entreprises encore. Quand bien même on va nous expliquer qu'il y a mille et une manières de répondre pourquoi, que c'est pas du tout parce que c'est une femme, etc. Je crois que non, ça existe. L'intérêt de la machine, c'est de dire moi je propose un maximum de gens, avec les profils, avec tout ça, et donc l'intérêt de l'intelligence artificielle pour moi il est clé, il est là, c'est de s'affranchir des biais, de pas aller, alors même si c'est quelque chose de contraignant, la machine on lui a appris à ne pas faire ce genre de choses, mais finalement c'est un bienfait. Parce que nous, on a nos propres biais. Je ne sais pas si vous êtes... Juste compléter, donc nous, on a fait une démarche, en fait, on est vraiment parti de zéro pour construire, on est parti d'un algorithme existant, data analystes ont pris des algorithmes existants en open source, mais on a construit sur la base de cet algorithme notre propre vision. Et ça a été une dizaine d'ateliers, donc une démarche très itérative avec ces mathématiciens, des opérationnels RH, des informaticiens, et on regardait... analyse par analyse, là on voyait, c'est telle donnée qui ressort en premier, si c'est celle-là, il y a celle-là qui ressort après. Donc nous-mêmes, on faisait des tris. Ça nous permettait de trier la qualité de nos données, parce que tout ça, ça marche bien que si vous avez donné de bonne qualité. Quand on a des données RH, on n'en a pas beaucoup, donc il faut qu'elles soient de bonne qualité. Donc on fait des tris au fur et à mesure, et on élimine des données, par exemple de l'analyse. Et notamment cette notion de titre de poste, on l'a éliminée. La notion de diplôme, on l'a éliminée pour éviter des biais. Et on a constaté des choses qui sont intéressantes. Par exemple, pour l'identification des talents, on a constaté nous, quand l'humain identifie les talents, on identifiait, pour rester sur le même sujet de la diversité homme-femme, on identifiait proportionnellement plus de femmes que d'hommes. En fait, il y avait déjà cette démarche de faire cet exercice. Donc, la machine nous permet aussi de comprendre la façon dont on fonctionne, en plus de la programmation qu'on fait avec ces démarches itératives. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question? On a notre huissier sur place. Alors, si c'est promis... Peut-être une question plus spécifiquement pour Monsieur le Bureau. Alors je précise, donc Proxel, on fait également l'analyse des entretiens annuels pour d'autres sociétés du CAC 40. On n'avait pas encore identifié l'identification des talents, donc c'est assez intéressant. Alors j'essaye de bien poser la question. Le nerf de la guerre pour faire de l'intelligence artificielle, c'est la data. Il faut de la data. Vous parliez tout à l'heure de détecter ce que font les gens, ce qui me semble effectivement essentiel. Alors, nous on a trouvé un algorithme, une méthode pour vraiment identifier les talents sur la base de ce que font les gens, non pas sur les entretiens annuels, mais sur l'activité opérationnelle de tous les jours, qui est de faire des requêtes sur le web, de questionner la GED, les systèmes d'information d'entreprise, pour regarder un petit peu vraiment ce qui est fait dans l'activité opérationnelle. Le paradoxe que je vois quelque part, c'est que la plupart des humains aujourd'hui, au moins 2 milliards d'humains, donnent leurs données à Facebook, à Google et à d'autres. Si, en tant que salarié d'une boîte, je pensais que mon employeur me prend autant de données, je l'attaquerais, mais immédiatement au prud'homme. Ce qui est quand même paradoxal. Comment est-ce qu'on peut faire, en tant que DRH, pour fluidifier cette remontée d'informations et faire en sorte que un employeur puisse légitimement, et sans en abuser, exploiter les datas des collaborateurs pour fluidifier le fonctionnement de l'entreprise? Alors on s'est posé cette question dès le début, donc comme je vous ai dit, on a embarqué un juriste dans notre démarche et on s'est interdit de le faire dès le départ. Malheureusement, parce qu'effectivement il y a une source d'information extrêmement riche pour comprendre les comportements. Donc aujourd'hui on ne l'a pas fait. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fera pas, mais on s'est interdit de le faire. Mais c'est en ayant la certitude que ça pouvait soulever le problème, ou a priori, enfin c'était le... Non, c'est que nos juristes nous ont formellement interdit de le faire à ce stade.
Deux questions. On va passer sur une dernière question, parce que sinon on va encore décaler. Deux très très vite. Ah, Une qui deux dé- portait un petit peu dans le rebond de la première question sur est-ce qu'on prend en compte l'aspect international, interculturel, par exemple la taille d'un réseau chez un Chinois ou chez un Européen, c'est pas du tout la même chose. Première question. Et la deuxième pour Sagoba, c'est comment vous avez associé les partenaires sociaux à cette démarche? Quelle résistance? Alors, on a, en fait, c'est une expérimentation qui porte sur une population plutôt de cadres. Donc, on n'a pas associé les partenaires sociaux dans cette démarche, dans la mesure où aujourd'hui, on n'associe pas non plus les partenaires sociaux dans l'identification des talents. C'est-à-dire que pour nous, ça n'est qu'un outil pour faciliter ou aider à identifier les talents qu'on n'aurait pas identifiés au travers des processus classiques de People Review. Donc on n'a pas considéré que c'était nécessaire. Je vous remercie. Merci beaucoup.